Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Castillon-la-Bataille et nous sommes reçus par son maire, M. Jacques Briat. M. Jacques Briat, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être ici à Castillon ce matin. Alors, avant de rentrer sur votre portrait personnel, Oui. Castillon, c'est une ville historique. On peut avoir un petit cours rapide? Oh, rapidement, Castillon, c'est évidemment la bataille de Castillon, le 17 juillet 1453, la fin de la guerre de 100 ans, ici à Castillon-la-Bataille, que nous célébrons dignement chaque année, puisque vous savez que nous avons un spectacle, la bataille de Castillon, 14 dates pendant l'été, 28 000 spectateurs, c'est le principal spectacle de scène ouverte de Nouvelle-Aquitaine, et donc à 14 reprises, à chaque été, nous mettons la raclée aux Anglais. Donc vous avez bouté hors d'Aquitaine. Oui, on les a boutés hors d'Aquitaine, vous savez qu'ils reviennent, ils achètent des maisons, ils s'installent ici, et donc on les accueille évidemment avec grand plaisir et amitié. Alors, vous avez émis, enfin pas vous, mais la Poste, un timbre de commémoration. On peut en parler un petit peu, ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué, mais c'est une très belle emblème de la ville. On souhaitait depuis de nombreuses années, après une rencontre avec Philippe Val, le directeur général de la Poste, que j'avais sollicité, c'est un grand amateur d'histoire. Et je lui avais dit quand même, il faudrait un timbre sur la bataille de Castillon. Ça a mis quelques années, et puis on a eu la très belle surprise l'an dernier d'aller à Boulazac, dans les locaux de Philaposte, parce que vous savez que c'est en Dordogne que sont fabriqués les timbres de la Poste, pour le bon à rouler de ce timbre, puisque c'est comme ça qu'on dit. Et donc un magnifique timbre, une planche qui est très belle, qui part à l'international, hein, donc c'est aussi l'image de la ville et l'histoire qui circule dans le monde, c'est très intéressant. Alors, on va parler un peu de vous maintenant. Oui. Vous avez 55 ans? J'ai 55 ans. 55 ans, vous avez 4 enfants. Oui. Vous avez fait des études extraordinaires. J'ai fait des études, oui. Oui, on va en parler juste après. On peut parler un peu de votre jeunesse, de votre famille? Alors ma jeunesse, moi je suis originaire de Vendée, je suis né devant l'océan Atlantique, au Sable d'Olonne. Ma famille est originaire de Vendée, puis mes parents se sont établis en Basse-Normandie, une région d'histoire aussi. J'y ai vécu 17 ans. Les plages du débarquement, il y a tout un contexte historique. Et donc j'ai passé une enfance très heureuse. J'ai un frère, une sœur, dans un contexte familial qui était formidable. Et puis j'ai choisi, au moment de mes études, de venir ici, à Bordeaux, pour entamer un second cycle d'études, plutôt tourné vers les sciences politiques. Et puis j'y suis resté, c'était en 1988, et je ne suis jamais reparti. Voilà, donc je me suis attaché aussi à cette région. Alors, maire d'une commune, c'est bien, mais vous avez une profession, enfin, vous avez des professions, Oui. Vous écrivez des livres, Oui. vous êtes maître de conférence à l'Université de Bordeaux, enfin, il y a encore plein de choses, on peut en parler un petit peu? Oui, j'ai été longtemps enseignant à l'université. Alors je dis j'ai été parce qu'aujourd'hui, j'ai laissé mes activités universitaires de côté pour pouvoir assumer mes charges et responsabilités politiques. Et donc j'ai enseigné à l'université de Bordeaux, à Bordeaux 4 Montesquieu, droit et sciences politiques à l'époque, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une grande université de Bordeaux. Et puis ensuite à l'IAE de Bordeaux, pendant presque 15 ans, où j'ai dirigé un Master 2 qui était tourné vers ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire les choix stratégiques en entreprise. Et puis en 2021, pour pouvoir assumer correctement mes fonctions, parce que vous savez, à un moment donné, il faut faire des choses, mais il faut les faire bien. Donc j'ai fait ce choix délibéré de laisser de côté ma vie universitaire pour me concentrer sur mes mandats politiques. Alors, en faisant de la recherche, vous êtes aussi un spécialiste de la e-réputation. Oui, vous pouvez en parler un petit peu? C'est assez récent. Oui, c'est une science un peu émergente. En fait, j'ai longtemps travaillé sur les questions d'influence via les réseaux sociaux, via le web, les questions de big data. Et donc, j'ai écrit un ouvrage il y a quelques années ça s'appelle le Dictionnaire de l'e-réputation, où j'essayais de mettre en avant les processus d'influence et de communication d'influence sur Internet. C'était un très bel exercice, passionnant. Et donc, jusqu'en 2021, j'enseignais à l'IAE. Voilà. C'était une période heureuse pour vous? Oui, mais celle que je vis aujourd'hui est tout aussi heureuse, puisqu'elle résulte d'un choix. Je n'ai pas fait ces choix par défaut, je les ai faits volontairement. Et comme je suis passionné par ce que je fais, vous savez, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai toujours fait ce qui me passionnait. Il y a des gens qui sont malheureusement et obligés parfois d'exercer des responsabilités professionnelles ou des activités professionnelles par contrainte. Moi j'ai eu la chance de toujours avoir la possibilité
de faire ce qui vraiment me passionnait. D'abord la transmission, parce que l'université c'est d'abord ça, c'est la transmission des savoirs, et puis l'action publique, qui est aussi un domaine qui me passionne depuis très longtemps. Alors justement, venons à ça. À quel moment vous êtes tombé dans la politique? Est-ce qu'à l'école, l'université, vous étiez chef de classe? Très tôt. Je trustais tous les postes dès qu'il y avait une élection de délégué de classe. Ensuite, j'étais délégué dans mon université. Et à l'âge de 17 ans, j'avais déjà pris une carte dans un parti politique. À l'époque, c'était le RPR. Et donc, je suis tombé très tôt dans cette marmite. Mais alors, j'y suis tombé par l'histoire de France, en fait. Ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est que j'étais sur des terres, je l'ai dit, j'étais en Basse-Normandie, des terres qui étaient très marquées par l'emprise du gaullisme et de la résistance, et le débarquement, évidemment. Et donc, ça m'a donné envie, et j'ai eu une occasion rare de côtoyer ceux qu'on appelait les barons du gaullisme, d'anciens ministres du général de Gaulle, avec qui, dès mon université, dès ma première année d'université, j'avais constitué un petit cercle de réflexion autour des idées du général. Et j'avais un président d'honneur qui était Raymond Triboulet, qui a été le premier sous-préfet de la France libre, Philippe de Chartres, Pierre Messmer, bon bref, j'avais là des personnes importantes. Et lors de l'anniversaire du discours de Bayeux, une rencontre qui a beaucoup marqué ma vie politique avec Michel Debré pendant une demi-heure en tête-à-tête. C'était un grand moment. Le père de la Constitution? Le père de la Constitution de 1958, oui. C'est toujours votre philosophie? Oui, c'est toujours ma philosophie, parce que je crois que la France est un pays où on ressent très fortement les choses. Il y a un besoin d'autorité dans ce pays, c'est indéniable. Mais il y a aussi la nécessité d'avoir une politique et une approche sociale des différents problèmes auxquels on est confronté. Donc c'est toujours cet équilibre que je trouve intéressant dans les idées de De Gaulle. Évidemment, le monde avance, et puis lui-même n'aurait pas voulu qu'on soit conservateur, il était plutôt un visionnaire. Mais je trouve que c'est là qu'est l'équilibre dans l'exercice des fonctions publiques et des missions qui nous sont confiées. C'est-à-dire à la fois garantir l'autorité, et comme maire, on est aussi en charge de l'autorité de l'État dans le ressort de sa commune, et en même temps avoir une approche sociale forte, parce que la politique doit être aussi humaniste. Qu'est-ce que vous fait que tout le monde, de droite à la gauche, tout le monde aujourd'hui se réclame du général de Gaulle? Je crois qu'il est passé dans le patrimoine national. Le général de Gaulle, bon, je note aussi que certains, après l'avoir beaucoup critiqué, endossent facilement l'image de Gaulle, parce qu'elle est positive. Moi, ce que je retiens de l'action du général de Gaulle, c'est sa philosophie, en fait. C'est sa philosophie d'action. Et puis c'est le fait aussi, je crois que c'est important, que le volontarisme politique existe. C'est-à-dire que même quand on est confronté à des désastres, et Dieu sait que la France de 40, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant et de marquant, il y a toujours de l'espoir, parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin qu'on peut emprunter. Donc j'aime beaucoup cette approche des choses. Et donc c'est le déclic de votre vie politique? C'est le déclic. Mes parents n'étaient pas militants. Mon grand-père était très gaulliste quand même, donc je pense que sans doute ça a joué. Et mes parents m'ont vu avec un peu d'inquiétude m'engager sur ces chemins du militantisme, parce qu'ils avaient, à juste raison, le souhait que je poursuive mes études. Ils me trouvaient assez dispersé, j'ai toujours été plus réactif. Ça a souvent inquiété mon entourage, parce que je fais beaucoup de choses. Et donc, mais j'ai construit ma vie publique comme ça. Donc. Alors on va revenir à la politique, on va faire une petite parenthèse sur vos loisirs. Quels sont vos loisirs? Vous êtes de Vendée, oui. Vous parliez tout à l'heure de l'appel du large, oui. Vous faites un peu de bateau, des choses comme ça? Non, je ne fais pas de bateau, mes loisirs sont très tournés vers la lecture. J'ai peu de temps disponible pour me consacrer à des loisirs, donc j'ai un moment de la semaine que j'ai sanctuarisé, parce que je pense que c'est bien d'avoir des équilibres fixes. C'est le dimanche, que je passe tous les dimanches avec mes enfants. De temps en temps, il m'arrive d'aller inaugurer telle ou telle manifestation, mais j'essaye de sanctuariser cela. Et donc le dimanche, c'est d'abord la cuisine des bons petits plats le dimanche matin. Je me lève très tôt, en général, le dimanche matin aussi. C'est vous qui cuisinez? C'est moi qui cuisine. Et donc je prépare le déjeuner pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on mange dans la famille? On mange beaucoup de mijotés. Vous savez, moi j'aime bien les plats un peu canailles, les plats qui mijotent, qui prennent du temps. Et donc le dimanche, c'est le plaisir de me retrouver en famille. Puis c'est la lecture aussi. Et les musées, dès que je peux. Là, prochainement, je vais me rendre à Paris pour un déplacement professionnel. Je cale toujours 3 ou 4 heures. Là, je vais aller voir l'exposition de Brancusi au musée Georges Pompidou. Et donc, j'essaye de m'octroyer quand même un peu de temps aussi pour réfléchir, pour lire, pour
pour méditer, parce que je suis dans l'action. Et le risque de l'action publique, c'est qu'on soit parfois enfermé dans des emplois du temps où on est un peu en jachère sur le plan intellectuel. Ça, je ne souhaite pas. Je souhaite continuer d'avoir une vie intellectuelle aussi. Et dans votre jeunesse, les loisirs, c'était du sport, c'était beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du. Alors, je n'ose pas le dire parce que nous sommes dans une terre d'Ovalie, mais j'ai fait beaucoup de ballon rond. Mon père était un passionné de football, grand supporter du Stade Malherbe à Caen. Ballon rond, c'est basket. Non, oui, c'est ça. Non, là, c'était football. J'ai fait du football pendant très longtemps. J'étais gardien de but. Et puis. Bon gardien de but? Oui, j'étais pas mal. Alors, j'étais un petit gabarit, mais vous savez, à l'époque, Jean-Luc Ettori faisait 1m73. Hein. On n'avait pas les grands gabarits qu'on a dans les buts aujourd'hui. Et donc, j'ai fait longtemps du football, du sport collectif. C'est important aussi le sport collectif parce que c'est une approche du sport où on partage des choses, où on est solidaires les uns des autres, où on doit aussi, sur un terrain, faire en sorte que les plus faibles ou les moins techniques trouvent leur place dans l'équipe. C'est une belle image, même sur le plan du management. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes avec lesquelles on travaille, quelle que soit leur capacité, puissent grandir par l'équipe. Voilà. J'applique beaucoup cette philosophie sportive aussi dans le management des équipes. Voilà. Donc chacun a sa place dans une équipe, à condition qu'il y ait évidemment une volonté et envie d'aller de l'avant ensemble. Et c'est un peu la même philosophie ici que celle que j'ai pu exercer lorsque j'ai fait mon service militaire. J'ai fait longtemps de la réserve militaire, pendant plus de 20 ans. Donc j'ai consacré un mois de ma vie pendant 20 ans à servir. Je suis au grade de capitaine. Et dans l'infanterie, qui est une arme où, là aussi, on est solidaires les uns les autres sur le terrain. Voilà. Donc vous êtes aussi auditeur de l'IHDN, c'est oui. l'Institut des hautes études de défense nationale. Oui, je suis auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est très beau moment là aussi. Oui. Vous savez, c'est un institut prestigieux. Vous êtes aussi à l'EPID? Je suis aussi parrain de l'EPID. J'adore. Alors là, franchement, si on avait plus de structures comme l'EPID en France, l'EPID, il faut rappeler peut-être pour les téléspectateurs, c'est une formation en fait qui permet à des jeunes qui sont souvent décrocheurs, qui sont souvent très très loin de la formation et de l'emploi, de rentrer dans une organisation. Alors elle est un peu militaire, en tout cas elle est très très organisée avec des temps qui se succèdent. On n'a pas le temps à l'EPID quand on est à l'EPID, ces jeunes n'ont pas le temps de s'ennuyer et on les forme et on leur permet à travers ce canevas de rigueur qui est mis en place, mais qui est une rigueur bienveillante aussi, hein, avec du sport, avec des activités culturelles, avec de la formation, on leur permet de retrouver un chemin qui parfois était difficile à trouver pour eux. Donc j'ai parrainé une promotion de l'EPID l'année dernière et vraiment les équipes de l'EPID, je les ai félicitées parce que je trouve que c'est un très très beau modèle. Alors il faut souligner que les jeunes qui sont à l'EPID sont tous des volontaires. Oui. Ce ne sont pas forcément des enfants qui ont des difficultés judiciaires ou autres ou psycho. Ce sont des enfants qui sont en décrochage et qui volontairement viennent dire aidez-moi à me recanaliser. Exactement, ils sont volontaires et puis j'ai eu la chance parce que quand j'ai parrainé cette promotion à l'EPID, j'avais une jeune de Castillon-la-Bataille qui était dans le... Voilà, et je ne savais même pas qu'elle était à l'EPID. Et donc, oui, c'est vraiment l'EPID, c'est vraiment pour moi un modèle pour ces jeunes. Et puis désormais, ils peuvent y compris rester le week-end. Parce qu'il y avait cette question de l'internat qui était posée. Et donc, c'est un très très beau travail qui est réalisé par les éducateurs. Et puis en plus, donc l'EPID, vous en êtes la preuve, se charge d'avoir des parrains de renom pour épauler ces jeunes. Oui, le directeur Romain Bossard est un homme d'influence. Hein. Il a su structurer un réseau de partenaires autour de l'EPID et donc régulièrement, il nous relance pour qu'on puisse aussi conduire des actions avec ces jeunes. Ils sont venus ici, je les ai invités à la bataille de Castillon. Vous voyez, je parlais de modèle tout à l'heure entre autorité et bienveillance et humanisme. Alors l'EPID, c'est vraiment le modèle parfait pour ça. Il y a beaucoup de règles qui sont posées, ces jeunes rentrent dans un cadre de rigueur, qu'ils souhaitent d'ailleurs eux-mêmes avoir, parce que souvent ce sont des jeunes qui ont besoin de retrouver un certain nombre de repères. Mais à côté de ça, il y a de la bienveillance, on les fait grandir, on les amène vers la vie active. On ne les prend pas pour les enfants, on les prend pour des adultes, puisque le vouvoiement est obligatoire. Vous avez raison, voilà, oui, ils sont comme des adultes et ils peuvent ainsi réamorcer des choses positives. On a besoin dans ce pays d'établissements comme l'EPID et qui peuvent offrir des chances nouvelles
à des jeunes qui, à un moment donné, parce que leur vie est difficile, c'est parfois le contexte familial qui n'est pas approprié, des fois c'est le contact avec les études qui ne s'est pas fait correctement. On a besoin d'offrir des chances, des deuxièmes chances dans ce pays. Je trouve que c'est très important de ne pas enfermer les gens dans une situation, mais de toujours se dire, on peut quand même, avec de la volonté aussi, faire de belles choses, quoi. On rentre dans la politique? Allons-y. Donc, élu en 1995, vous avez quoi comme poste à l'époque? Alors à l'époque, j'étais conseiller municipal. Alors la particularité, c'est que dans mon trajet, dans mon parcours politique, j'ai été élu d'abord à l'époque à la communauté urbaine de Bordeaux, dans le secteur métropolitain, et donc élu à Talence avec Alain Casabonne, qui est aujourd'hui sénateur de la Gironde, qui m'avait confié la délégation à l'emploi. Donc j'étais conseiller municipal à l'emploi, et à l'époque j'ai créé un pôle municipal emploi, puisque l'agence la NPE de l'époque était à Bègle, ce n'était pas du tout pratique pour les Talencaises et Talençais, et donc j'ai créé cette structure locale. Alain Casabonne m'a donné les moyens, parce que j'avais 3 fonctionnaires à temps plein qui animaient cette structure, et donc ma contribution principale a été sur l'emploi, et puis dans l'équipe d'Alain Juppé à la métropole de Bordeaux, une école là aussi d'exigence et de rigueur avec Juppé, mais très, très intéressante. Ouais. Et après, donc, après Bordeaux? En 2007, j'avais une résidence secondaire à côté de Castillon-la-Bataille, qui est devenue ma résidence principale, en fait. C'est mon parcours résidentiel qui m'a amené à Castillon-la-Bataille. J'ai démissionné de mes mandats en 2007, ce qui était un choix important quand même, parce que j'étais très attaché à mes mandats, mais pour me mettre en cohérence, puisque je n'habitais plus la ville, donc voilà. Et puis vous savez, 2007, comme dirait l'autre, c'était juste avant 2008. Et en 2008, il y avait les élections municipales à Castillon et cantonales. Et Alain Juppé m'avait demandé de me présenter aux élections cantonales à Castillon-la-Bataille, en me disant, bon, maintenant tu habites sur place, présente-toi, on t'aidera. On me l'avait proposé évidemment parce que personne ne voulait y aller, hein, vous vous en doutez. C'était à l'époque Guy Marty qui était le conseiller. Oui, c'est ça. C'était un fief plutôt de gauche. Oui, Guy Marty était maire de Sainte-Terre, très implanté ici. Et je suis arrivé comme ça sur ce territoire. Et puis j'ai avec humilité fait ce qu'il faut faire pour pouvoir d'abord se faire connaître. Parce que vous savez, quand les gens votent pour vous, il faut qu'ils vous connaissent déjà. Bon. Donc j'ai fait une campagne cantonale sans espoir de l'emporter, mais très sérieuse. Moi, je suis en campagne très actif quand je suis en campagne. Je ne fais jamais les campagnes à moitié. Et donc, je suis allé frapper aux portes de l'ensemble des habitants des 14 communes du canton de Castillon-la-Bataille à l'époque. J'ai fait toutes les portes pour des habitants pour présenter mon projet pour ce canton. J'ai été battu sèchement au premier tour, mais j'étais candidat avec la liste municipale qui était conduite par Michel Olmière, qui m'avait dit « Viens avec moi ». C'était une liste intégralement nouvelle. Aucun des élus potentiels n'avait d'expérience politique. Il m'a dit « Ce serait bien que tu viennes avec moi ». Donc c'est presque un peu le hasard qui fait que je sois rentré au conseil municipal. Parce qu'au départ, je n'avais pas du tout fléché pour pouvoir rentrer au conseil municipal de Castillon. Et puis en 2008, j'ai été battu au cantonal. Mais nous avons été élus liste entière ici à Castillon-la-Bataille. Et donc, je suis devenu premier adjoint en charge de l'urbanisme et surtout des finances. D'accord. Ce qui raccroche un peu à votre cursus universitaire. Oui, je pense que mon cursus a la particularité de me préparer à l'exercice de fonctions publiques. D'abord parce que j'ai fait beaucoup de droit public. Et puis parce que la science politique est évidemment, même si les travaux universitaires restent des travaux sur lesquels on est surtout amené à travailler sur un certain nombre de textes. Il y a aussi toute une dimension dans les sciences politiques d'enquête de terrain. J'ai fait ma thèse sur le rôle des intellectuels en politique dans les transitions démocratiques au moment de la chute du mur de Berlin. C'était une très belle thèse de terrain. J'ai beaucoup voyagé en République tchèque, en Pologne, en ex-Yougoslavie. Je suis allé rencontrer des intellectuels qui étaient passés aux fonctions politiques, qui étaient souvent d'anciens dissidents, que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour mes travaux, pour expliquer comment eux-mêmes avaient vécu ce passage de fonctions contestataires, parfois emprisonnés, à des fonctions d'exercice de haute responsabilité, de ministre, Premier ministre ou président de la République. Et j'avais dans mon jury de thèse, et c'est aussi un beau moment parce que c'était une très belle rencontre, Géliou Gélev, qui a été le premier président de la Bulgarie démocratique, grand philosophe,
qui a participé à mon jury de thèse. Donc c'est une thèse de terrain qui m'a beaucoup appris aussi sur le regard qu'on peut porter sur l'exercice des fonctions en fonction des cultures politiques de chaque pays. La démocratie, c'est un cadre général, mais après, chacun le traduit aussi avec sa propre culture politique. Votre vie est quand même jalonnée par de grandes personnalités. Oui, j'ai fait de très belles rencontres, et c'est très riche aussi de faire de belles rencontres. Il reste toujours quelque chose, vous savez, quand vous rencontrez des personnes qui ont marqué l'histoire. Et donc, oui, j'ai eu cette chance. Alors, on revient à votre premier mandat en tant que premier adjoint au maire. Oui. Vous avez fait le mandat complet et après, vous passez le cap pour devenir maire? Alors, j'ai fait le mandat complet avec une équipe qui était toute nouvelle. Donc, voilà, moi, j'étais en charge de redresser les finances de la ville, de la désendetter pour qu'elle retrouve des capacités d'autofinancement. Et puis, c'est une période où j'ai aussi beaucoup analysé la situation locale, puisque je découvrais un certain nombre de situations locales. Et j'ai eu le souhait en 2014, le maire ne repartait pas comme maire, j'étais premier adjoint, moi j'ai considéré qu'il était légitime en tant que premier adjoint, compte tenu de l'expérience qui était la mienne, de me présenter pour devenir maire. Et donc je me suis retrouvé dans un contexte singulier, pour mes 2 premières élections d'ailleurs, d'élections en triangulaire au second tour. Donc j'ai été élu ici à Castillon-la-Bataille en 2014, à la majorité relative, je le dis parce que c'est important, avec 42% des voix. J'étais évidemment en avance sur les autres listes, mais 42% des voix en 2014. Et puis j'ai remis le couvert pour les cantonales de 2015, et cette fois-ci, je l'ai emporté aussi en triangulaire contre Guy Marty, qui m'avait battu en 2008, mais qu'on a battu en 2014. Là aussi en triangulaire, avec la liste du Parti Socialiste et les candidats du Rassemblement National. Et donc mes 2 premières élections étaient des élections où c'est de haute lutte qu'on a pu obtenir et faire en sorte qu'il y ait un succès sur ces mandats. Ce n'est pas pour me déplaire, parce que je trouve que les belles victoires sont aussi celles qui sont disputées. Moi, je n'étais pas du tout favori en 2014 pour devenir maire. Je pense que vous auriez fait un sondage sur ma possibilité de devenir maire. Je pense que c'était plutôt une surprise, voilà. Mais on a fait les choses de façon là aussi très sérieuse, avec une campagne très active. Et je le dis parce que c'est très important. Je pense que ce qui a pesé dans la balance, c'est le fait d'avoir une approche globale des difficultés de Castillon, pas simplement s'attacher aux problèmes de propreté, d'éclairage, de difficultés à mobiliser la population sur des sujets. Ce qui a fait la différence, c'est de présenter un projet de revitalisation de centre-bourg, parce que dès le départ, en 2014, l'équipe était soudée autour de cette idée qu'il nous fallait prendre non pas les problèmes les uns après les autres, mais s'attacher à traiter globalement les difficultés de la ville, à la fois l'habitat, le logement, les commerces qui fermaient, l'inclusion sociale aussi, parce qu'on est sur une ville où il y avait des fractures. Et donc c'est cette vision globale, je pense, qui a persuadé les Castillonnaises et les Castillonnais de me faire confiance et de faire confiance à l'équipe. Et c'est encore ce qu'on déploie aujourd'hui. Vous savez, on s'est engagé en 2014, mais comme le processus est long, eh bien, on déploie là aussi régulièrement nos propositions pour pouvoir aboutir à l'objectif qui est de voir cette ville finalement redorer son blason. On a une ville très belle, vous l'avez souligné, un propos introductif, je vous en remercie. Elle est magnifique sur le plan architectural, elle est chargée d'histoire, mais c'est comme beaucoup de petites villes, de petites centralités rurales, une ville qui s'est paupérisée, qui a rencontré de grandes difficultés au fil du temps. Et moi, je ne la vois pas telle qu'elle est aujourd'hui, je la vois telle qu'elle sera demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Castillon par rapport à votre action? Quelle est l'action pour laquelle vous êtes le plus fier et quels sont vos regrets? Alors, l'action dont je suis le plus fier aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est la rénovation complète des quais sur la Dordogne. Je me suis attaché à rénover les quais. Le 22 juin prochain, on posera la dernière pierre de cette rénovation à travers l'aménagement d'une propriété qui s'appelle la propriété Lac, dans laquelle on fait un énorme parc d'agréments pour que les personnes puissent se promener, qui va couler avec une coulée verte jusqu'au bord de la Dordogne, avec un amphithéâtre vu sur le pont. On pourra y faire des activités culturelles. Et donc la rénovation des quais était pour moi quelque chose d'important. J'avais un peu gardé ça, il faut le dire, de l'approche d'Alain Juppé à Bordeaux. Réouvrir la ville sur le fleuve à Bordeaux, sur la rivière ici à Dordogne, c'était pour moi essentiel, donc je suis très fier de ce travail. Après, il y a un autre volet, mais qui débute
qui débute là, dans les mois qui viennent et qui se matérialisera l'année prochaine, c'est la reprise des aménagements publics sur cette ville. On va la verdir, on va lui donner aussi plus de capacité piétonnière. Et donc ça, c'est 25 000 m² d'aménagement public qui vont être lancés l'année prochaine. On commence par l'entrée de ville. Puis, il y a ce qui ne se voit pas, mais qui est très important, c'est-à-dire le travail qui est réalisé sur le foncier dégradé, les vieux immeubles. On a 7 îlots qui vont être intégralement reconfigurés. On a à peu près 120 logements qui vont être remis aux normes avec l'opération programmée de l'habitat. Et donc ce travail, quand je dis qu'il ne se voit pas, c'est qu'il est derrière les façades. Vous savez, on a de très belles façades, mais derrière, il y a des difficultés. Et je me suis attaqué sans pitié aux marchands de sommeil. Donc il y a un vrai combat là aussi. Je veux qu'on continue d'accueillir. Question sera toujours une ville inclusive. On a vocation à accueillir des travailleurs étrangers qui viennent ici et dont on a besoin. Parce qu'il faut quand même dire les choses, c'est que si ces travailleurs étrangers n'étaient pas là, la vigne qui est déjà en crise ne pourrait pas trouver son équilibre. Et donc, on a la nécessité d'accueillir, mais il faut accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, moi, je ne veux plus de marchands de sommeil. Il y a des choses qui sont intolérables. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le projet global. Alors, il est global, donc il faut le porter. Il y a le commerce aussi, dont je parlais tout à l'heure. 25 activités nouvelles en 18 mois. Donc, c'est considérable. On a plus de 120 commerces, 120 activités présentes dans le centre-ville. Castillon, évidemment, ne va pas retrouver le nombre de commerçants qu'on avait dans les années 50 ou 60, parce que le monde a changé. Mais en revanche, on se doit d'avoir une diversité de parcours marchands. Et là, on a une action très très forte sur ces questions. Voilà. Ça, c'est ce dont je suis le plus fier. Je n'ai pas de regrets, j'ai juste des attentes et des impatiences. Voilà. Ça ne va pas assez vite pour moi, mais c'est ainsi. Vous savez, on est dans un pays de normes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce qu'il vous reste encore un peu moins de 2 ans, un peu moins de 3 ans même. Alors, on a donc cette année la propriété LAC, on a la maison des associations qui va sortir, on a un chantier de nouvelle gendarmerie, on a trouvé le terrain donc qui se profile, une maison de santé pluriprofessionnelle qui sortira l'année prochaine. J'ai une seule obsession, ou en tout cas une obsession forte, c'est l'équipement aquatique. Castillon avait une piscine qui a fermé en 2009, 2010, et je souhaiterais qu'on puisse, avec l'intercommunalité, dans un équipement raisonnable, parce qu'il faut aussi faire les choses à la taille qui est la nôtre, remettre en place un équipement aquatique, d'abord parce qu'il faut que les jeunes apprennent à nager, et puis je trouve qu'on aurait là un bel outil d'attractivité territoriale au-delà de l'équipement sportif lui-même. Et donc voilà, c'est peut-être le dernier chantier qui me reste à valider politiquement avec les collègues de l'intercommunalité. On y travaille. Ce qui est aussi essentiel et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la concession d'aménagement, puisque je travaille avec la société d'économie mixte InCité, qui est notre concessionnaire, la concession d'aménagement qu'on a mis en place, elle va se dérouler sur 10 ans. Quel que soit le maire de Castillon, l'actuel, le futur maire, les choses sont posées, les financements sont actés, c'est 17 millions d'euros sur les 10 années qui viennent, avec évidemment une part de la ville dans ce financement, mais beaucoup d'aides de l'extérieur. La région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a sélectionnés comme première ville en convention opérationnelle de Nouvelle-Aquitaine, c'est pas rien, elle est grande la Nouvelle-Aquitaine, oui. Ça c'était le mois dernier, le département qui est à nos côtés, et puis l'État, sur lequel aujourd'hui je dois bien dire que lorsque le projet est beau, lorsqu'il est structurant, l'État nous accompagne aussi fortement, avec les différents fonds qui sont mis en place, et notamment le fonds vert qui nous permet de travailler sur ces sujets. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais quand on s'attaque à des difficultés structurelles, il faut du temps. Voilà. Il faut trouver le moyen terme entre l'impatience, pas simplement celle du maire, celle de l'équipe municipale, celle des habitants, qui sont soumis des fois à des difficultés qui témoignent de l'impatience, et c'est normal. Il faut à la fois répondre aux impatiences et aux urgences, et en même temps être capable de développer une action de fond qui porte ses fruits. Et donc c'est entre ces deux temps, courts et plus longs, qu'il faut trouver un juste équilibre. Je pense qu'on l'a trouvé parce qu'on a donné beaucoup à voir et à réaliser sur cette ville. La confiance est revenue, c'est ça que je souligne souvent.
c'est la confiance des habitants. Voilà. Et ils m'ont témoigné leur confiance très fortement en 2020, hein, parce que j'ai été élu avec 76% des voix. Je fais 74% des voix sur les élections cantonales, sur une élection qui est plus centrée sur la personnalité du candidat. Et je pense que ça oblige beaucoup à la rigueur d'action publique, à l'engagement personnel, mais c'est aussi une force considérable parce que ça donne de l'énergie hein, pour pouvoir agir. Et donc, moi, je me sens comptable et redevable de cette confiance qui m'est exprimée par les habitants de ma ville pour que les projets puissent à la fois se matérialiser, voir le jour. Alors, quand vous déposez des dossiers de ce type, est-ce que la couleur politique, on l'abandonne pour traiter le dossier? Ce que je dois dire, c'est qu'en Gironde, et particulièrement dans le Libournais, nous avons une approche qui est transpartisane. Et c'est une chance. C'est une chance d'être dans cette culture. Comme vous le savez, je préside le groupe d'opposition au conseil départemental. On pourrait imaginer que la majorité départementale se dise, si c'est le président du groupe d'opposition, il faut assécher les crédits, pas du tout. Je rappelle aussi que nous sommes à Question-la-Bataille, comme dans un certain nombre de villes, de cet arc de pauvreté ou de ce couloir de la pauvreté, qui n'est pas une expression que j'apprécie beaucoup, mais qui est réelle hein, dans la vallée de la Dordogne. Nous sommes une commune où les marqueurs de fragilité sociale sont importants. Donc, si le département n'intervenait pas à Question-la-Bataille, au titre des solidarités humaines et territoriales, on se poserait la question de savoir pourquoi. Mais on a réussi à dépasser cela. Et donc, on a un bon niveau de coopération. Et c'est essentiel sur des projets aussi structurants que ceux qu'on conduit. On a besoin de tout le monde. Et donc, le premier mandat a été un mandat de Nissi Dominici. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir les uns et les autres. Le président de région nous accorde un soutien très important. Le département est présent, l'État est là, l'ensemble des partenaires aussi, hein, parce qu'il y a toute la vie associative et les partenaires qui sont dépositaires de missions d'intérêt général ou de service public. J'ai la chance d'avoir un niveau de partenariat et de gouvernance qui est très élargi, très positif et très dans la coopération. Les territoires qui perdent aujourd'hui sont des territoires dont la gouvernance n'est pas en ordre. C'est la première des choses. Comment voulez-vous que des partenaires vous fassent confiance si déjà votre gouvernance n'est pas apaisée? Alors nous avons une gouvernance apaisée, c'est le cas sur la commune, mais c'est le cas aussi surtout dans l'intercommunalité. On vote la plupart des délibérations à l'unanimité. Lorsqu'il y a des difficultés, on remet les délibérations sur la table de travail, on réunit des commissions et on fait en sorte de fabriquer du consensus. Le rôle politique qu'est le mien, c'est de faire des additions à tous les niveaux. Voilà. Et si on veut réussir, il faut savoir faire les additions. Ça veut dire qu'on laisse les étiquettes de côté, on se concentre sur l'intérêt des habitants et sur l'attractivité, le développement des territoires. C'est comme ça qu'on avance. C'est une chance en décentralisation d'avoir ce type de gouvernance. Alors vous avez 3 autres mandats. Oui. Vous êtes président du CDC, Castillon. Oui, président de la communauté de communes de Castillon-Pujol, qui est une communauté de communes de 31 communes, de 19 500 habitants, qui va de Pessac, Ginsac, jusqu'à Grésillac, à côté de Branne. Et donc c'est une communauté de communes rurales, dont la principale dimension, comme un certain nombre de communautés de communes rurales en Gironde, est une dimension d'activité viticole. Et c'est compliqué de gérer ça? C'est surtout compliqué en ce moment de répondre à la crise considérable, inédite, historique qui touche la viticulture, avec cette inquiétude qui est la nôtre, qui est de se dire si la viticulture va mal, c'est l'ensemble de l'économie locale qui va mal. Parce que derrière, ici le vin, c'est le moteur de toute l'économie. Bien sûr, c'est le moteur. Derrière le vin, il y a les activités artisanales, il y a le commerce, et donc c'est une réelle inquiétude. On met donc en place un certain nombre d'actions pour soutenir nos viticulteurs. Alors ce n'est pas évidemment les actions de l'intercommunalité qui sauveront la viticulture, il faut raison garder, mais des actions très concrètes. On va créer et mettre en place des logiques de consommation locale de nos appellations, parce que j'ai 6 appellations sur l'intercommunalité. Donc on souhaite favoriser l'ensemble des appellations et la consommation dans les restaurants. Donc on va travailler avec le CIVB, avec Bordeaux Local. On a une route des vins qui va se profiler au niveau touristique. Voilà. On ira jusqu'à concéder aux viticulteurs qui le souhaitent des espaces pour qu'ils puissent commercialiser leurs vins. Moi j'ai dit que les offices de tourisme devaient devenir aussi des endroits où on doit pouvoir
acheter du vin lorsqu'il n'y a pas de maison des vins comme à Castillon. Et donc on va travailler sur l'ensemble de ces éléments pour faire en sorte qu'on puisse soutenir nos viticulteurs dans cette crise inédite. Et puis il y a la question de la reconversion foncière qui est aussi un vrai sujet dans le Libournais en général. Que va-t-on faire sur l'ensemble de ces terres où il y a de l'arrachage? Alors certaines sont promises à la jachère, ce que je trouve d'ailleurs complètement extravagant. Comment dans un pays où on cherche à développer l'alimentation territoriale, des circuits courts, on peut imaginer qu'on va mettre pendant 20 ans des terrains en jachère. Je trouve que c'est complètement extravagant, je redis. Mais bon, l'Europe nous l'a imposé évidemment pour... Et après, il y a toutes les terres qui sont aujourd'hui arrachées sans prime. Oui. Et puis, toutes celles, et on peut le voir notamment sur la partie entre-deux-mers de ma communauté de communes, toutes les friches aujourd'hui qui sont en place et qu'il faudra bien traiter d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Donc il y a un véritable enjeu là sur ces questions. Alors vous êtes aussi vice-président du CITAF. Le CITAF, c'est quoi? Alors le CITAF qui est devenu le CIER en fait, mais j'ai laissé cette vice-présidence, c'est un syndicat de bassin versant qui s'occupe essentiellement des affluents de la Dordogne et de gérer les questions d'hydrographie sur le bassin de Castillon. Donc le siège est à Belvès. Et donc j'ai longtemps travaillé dans ce syndicat. C'est d'ailleurs avec ce syndicat qu'on a résolu en 2010 les questions d'inondation du centre-ville de Castillon. Quand nous avons été élus, nous étions confrontés à des inondations récurrentes de Castillon-la-Bataille, du centre-ville, des inondations très importantes avec des dégâts matériels. Le Rieux-Vert, qui est un petit affluent de la Dordogne, débordé au niveau de l'entrée de ville. Et donc on a fait des travaux considérables pour pouvoir supprimer ces inondations. Et depuis que les travaux ont été réalisés, la question a été réglée. La première nouvelle qu'on a eue avec mon prédécesseur quand on a été élu, c'était une injonction de travaux. C'était notre premier rapport avec l'autorité préfectorale. On était à peine élus. Dans la semaine d'après, on a reçu une injonction de réaliser des travaux et des études pour supprimer les inondations de centre-ville. Et puis pour la petite histoire, je vous fais une confidence. Ces travaux étaient normalement à la charge de la ville et ils étaient d'une somme élevée. Il y avait un peu plus d'1 200 000 € de travaux à réaliser. Et puis je me suis dit quand même il faut qu'on regarde ce dossier de près et on s'est aperçu avec l'avocat que les buses qu'il convenait de changer n'étaient pas sur le domaine municipal mais sous le domaine départemental. Et donc c'est le conseil départemental de la Gironde, parce que les bandes qui étaient de chaque côté de la route départementale n'avaient pas été restituées à la ville en son temps. Et donc c'est le conseil départemental qui a fini par payer les travaux, ce qui a rendu d'ailleurs le conseiller départemental ou conseiller général de l'époque un peu moins allant quand il a appris que c'était au département de payer. Et donc voilà, mais en tout cas c'est fait et c'était là aussi une chose importante, parce qu'on a supprimé tout risque d'inondation et c'est... Et puis vous êtes aussi le président du PETR. Le PETR, c'est quoi? C'est le pôle territorial du Grand Libournais. Alors en fait, pour faire simple dans cette architecture qui est quand même compliquée, reconnaissons-le, nous avons donc des communautés de communes ou communautés d'agglomération. Il y en a 5 dans le Libournais. Le Fronsadais, l'Acadie, Libourne, le Grand Saint-Émilionnais, Castillon-Pujol et puis Sainte-Foy, le pays foyen. Ces 5 intercommunalités ont décidé de gérer ensemble une question obligatoire qui est celle du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. C'est un document très important parce que c'est lui qui définit la prospective et le développement des activités humaines, de la création de logements, des activités économiques, commerciales, pour les 20 ans à venir. Et donc les 5 intercommunalités ont dit on va gérer tout ça dans le cadre d'un pôle territorial qui nous regroupe pour pouvoir agir sur ces questions. Et c'est donc ce pôle que je préside depuis 2020. J'ai succédé, et j'ai une pensée nécessairement pour lui, à Marcel Berthomé, qui était l'ancien président du pôle territorial, que j'ai longtemps vu aussi au moment où on a fait la transition ensemble. Et voilà, donc ce pôle gère 2 questions très importantes, cette question du SCOT, donc du développement foncier, du développement territorial, de l'attractivité territoriale, et puis les fonds européens qui nous sont confiés par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc pour revenir au SCOT, c'est ce qui dit lorsqu'on construit quelque chose, oui, qu'on imperméabilise la terre, il faut dégager de l'autre côté.
C'est ce qui dit, alors c'est le législateur qui nous l'impose, hein, mais il y a 3 éléments de programmation en urbanisme, pour faire simple. Il y a la région qui fixe un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre territorial, ça s'appelle le SRADET. Et la région, quand elle fixe ça au niveau de la grande région Nouvelle-Aquitaine, elle définit pour chacun des SCOT et des territoires de SCOT des objectifs quantifiés. Nous allons devoir réduire de 52% la constructibilité de notre territoire. C'est énorme. C'est énorme. Et le législateur nous impose à terme le zéro artificialisation nette des terres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on imperméabilisera, quel que soit le projet, c'est peut-être un projet de maison individuelle, un logement collectif, une activité commerciale, une zone commerciale, une route, quel que soit le projet, il nous faudra compenser et rendre à la nature le mètre carré qu'on aura imperméabilisé de l'autre côté. Comment on fait? Comment on fait? Ça veut dire qu'il va falloir renaturer des endroits où nous avions imperméabilisé. Je prends l'exemple, vous avez une énorme cour d'école, elle était bitumée, eh bien vous allez la débitumer, la désimperméabiliser pour faire en sorte qu'elle soit désormais, qu'elle puisse laisser l'eau passer. C'est ce qu'on doit faire aussi dans les aménagements publics, et donc des places avec des systèmes qui permettent de drainer et de laisser l'eau passer. Au-delà des questions de ressources en eau, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, c'est que le législateur, dans cette loi dit zéro artificialisation des nets, ce qu'on appelle la loi ZAN, nous impose finalement d'arrêter de consommer des terres agricoles. En fait, ce pays a trop consommé de terres agricoles. Donc le législateur nous dit désormais et à terme, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire à chaque fois il faut rendre à la nature ce qu'on lui a pris. C'est un très bel exemple de ce que j'appelle l'effet de balancier dans les politiques publiques en France. On est très spécialiste. Pendant des années, on laisse faire tout et presque n'importe quoi, et puis on prend une loi et on passe du tout à rien. Voilà. Ça, c'est très caractéristique. On évolue beaucoup avec des législations de ce type. Et donc, c'est à la fois important de considérer qu'il y a là un défi collectif, auquel j'adhère. C'est important, effectivement, de conserver nos terres agricoles. Et je pense que le choc ou le changement de paradigme est un peu rapide, avec évidemment des difficultés importantes nous concernant, pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions votées par le législateur. Mais on y travaille. Alors vous allez avoir une nouvelle compétence, puisque Aquitaine a fait acte de candidature pour avoir une délégation de service public pour que le PETR ait sa propre chaîne de télévision. Et oui. Comment s'est passée toute cette négociation? Compliquée? Non, pas compliqué. Il fallait simplement expliquer d'abord aux collègues à quoi ça nous engageait. Donc lors du dernier conseil syndical, à l'unanimité, le choix a été fait d'apporter le soutien au dossier d'AquTV et puis d'accompagner la chaîne. Je crois que c'est important quand on est, comme nous, enraciné dans l'action locale, d'avoir aussi un média de proximité qui puisse rendre compte des initiatives, des événements sur le territoire, ils sont nombreux, et donc de pouvoir, avec AquTV, faire prospérer ce partenariat. Voilà, donc c'est parti, j'ai envie de dire, c'était déjà parti, puisque c'était déjà présent sur le territoire, mais c'est parti dans cette logique. Je crois que là aussi, si on veut que nos concitoyens comprennent ce qui se passe en termes d'action publique, il faut aussi communiquer auprès d'eux. Souvent, on se plaint qu'ils ne comprennent pas, mais on a tendance parfois à ne pas expliquer beaucoup. Et donc, il faut faire œuvre de pédagogie, et une télé, évidemment, un média très, très important, très intéressant pour faire Et là, il va falloir convaincre toutes les communes du PETR de dire « vous avez un outil de communication, utilisez, abusez ». Oui, il faut les encourager à cela, mais bon, ça fait partie de l'animation qu'on conduira à l'échelle du Grand Libournais pour inviter les communes à se saisir finalement de la formidable opportunité de mettre en valeur les activités qui se déroulent sur leur territoire. Je veux venir, moi, sur Castillon à la bataille. Qu'est-ce que vous dites pour me convaincre de venir? Je vous dis qu'ici, il y a des potentiels, des très beaux potentiels du Libournais. C'est une commune, je l'ai dit, qui a eu des difficultés et qui aujourd'hui a une perspective à 10 ans avec des investissements publics massifs, mais pas seulement. Un certain nombre d'investisseurs privés qui aujourd'hui reviennent. Et ça, c'est un très bon signal. Ce n'est pas simplement la collectivité qui fera le succès de l'attractivité de cette ville, c'est aussi l'ensemble des personnes qui
qui y reviennent pour investir, soit pour rénover des logements, soit pour créer des activités à caractère économique ou commercial. On a une chance formidable. D'abord, on a une gare de TER. C'est très important. On est aujourd'hui à 35 minutes du pôle multimodal de Senon. Je vais plus vite à Bordeaux par le TER que certains habitants du cadran nord-ouest de la métropole qui mettent plus d'1 heure pour arriver au centre de Bordeaux. Donc c'est comme ça qu'il faut penser les choses, c'est le temps de trajet. Donc ça c'est essentiel. Et puis la ville offre l'ensemble des services qu'on peut espérer, que ce soit des services publics avec un espace France Service, il y a plus d'une trentaine d'opérateurs sur cet espace, et au-delà des délivrances de services publics, il y a tout le potentiel commercial de la ville. Et donc vivre ici, c'est se préparer à vivre en se déplaçant à pied pour aller faire ses courses, avec le bord de la Dordogne comme décor, et la gare pour s'échapper de temps en temps et partir vers Bordeaux ou Paris. Donc on a de formidables atouts. Alors, Libourne va recevoir un gros centre de sécurité civile. Est-ce que vous allez en bénéficier? Alors on va faire plus qu'en bénéficier, puisqu'en fait j'ai proposé à Philippe Buisson de mettre en place une démarche auprès des propriétaires de la ville, donc on est en train de travailler à cela, pour proposer aux propriétaires, que ce soit des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, pour leur proposer d'accueillir des familles ici. Moi je crois qu'on a évidemment une chance formidable avec ce dossier. Je salue l'action volontariste du maire de Libourne et le choix du gouvernement sur l'implantation à Libourne de cette unité de sécurité civile. Mais au-delà de Libourne, cette unité, c'est une chance pour l'ensemble du territoire. De surcroît, nous sommes dans le fameux isochrone de 30 minutes, puisque vous savez que sur le plan opérationnel, les pompiers doivent pouvoir rallier la caserne en 30 minutes. Castillon est à moins de 30 minutes. Donc, on a une chance formidable, il faut s'en saisir, mais c'est comme tout, c'est pas génération spontanée. Il faut mettre en œuvre les choses, il faut solliciter les propriétaires, il faut encourager la mutation. On a des logements vacants ici à Castillon-la-Bataille. J'avais un taux de vacances de presque 20%. Alors, j'ai pas d'autre choix que de me dire il faut utiliser cette formidable opportunité pour que ces logements puissent accueillir des familles, qu'ils puissent être rénovés et qu'on puisse là aussi avoir un partenariat avec le Libournais qui soit gagnant pour l'ensemble du territoire. On va conclure. Vous avez donc fait 2 mandats. Oui. Petite question, est-ce que par hasard, il pourrait y avoir la candidature à un 3e mandat? Oui, il n'y aura pas de hasard en fait, hein, pour tout vous dire. Je souhaite briguer un 3e mandat, qui sera le mandat de la transition et de la transmission, parce qu'il faut aussi... Ça sera le dernier? Je pense que ce sera le dernier, parce que je suis à la fois persuadé que dans un système décentralisé comme le nôtre, c'est une grande force de pouvoir installer son action dans la continuité. Mais je crois qu'il faut aussi à un moment donné passer la main, les choses sont en place, et donc oui, ce sera plutôt le mandat de la transition. Puis j'ai 100 000 projets à côté. Je souhaite aussi reprendre un travail d'écriture, je souhaite aussi voyager de nouveau, parce que je suis très sédentaire. Alors je voyage beaucoup, mais dans le Libournais, et puis de temps en temps pour aller à Bordeaux. Donc voilà, prendre du temps aussi pour moi, pour mes proches, en ayant le sentiment quand même que ce 3e mandat sera un mandat d'aboutissement sur les gros projets. Donc j'aurai quand même le sentiment d'avoir accompli mon devoir. Voilà. Monsieur le maire, on va terminer cette conversation. Ici, dans votre bureau, il a une décoration particulière. Derrière moi, il y a un blouson de sécurité. Tout à l'heure, vous disiez qu'il était un homme de terrain. Oui. Je pense que ça le prouve. Oui. Et puis, il y a quelques petites œuvres d'art. Ouais. Elles ont une particularité? Oui, elles ont une particularité. J'essaye à chacune des élections, quand elles sont gagnées, de m'offrir un tableau pour aussi décorer ce bureau dans lequel je passe beaucoup de temps, que je souhaite le plus agréable possible. Alors ce sont quand même des tableaux avec des connotations un peu politiques, disons les choses. Il y a la liberté dans le peuple, il y a des travaux de street artistes aussi connus. Et donc c'est pour moi important, c'est aussi une façon de matérialiser la présence de la culture dans ce bureau. Qui est un bureau d'action, parce que l'action publique, c'est d'abord l'action, mais la culture n'est jamais très loin.
Et puis en ce qui concerne le blouson de chantier, c'est effectivement important avec le casque de chantier, parce qu'il y a des travaux lourds dans Castillon. Il y a marqué Briat dessus? Non, il n'y a pas mon nom dessus, mais je revais avec beaucoup de plaisir cette tenue. C'est souvent la tenue des projets qui avancent. Alors c'est pour moi toujours un plaisir que de me rendre sur les sites avec les services techniques ou avec les architectes pour voir comment avancent les travaux. C'est aussi ça l'action publique et l'intérêt de l'action publique locale. On a cette chance formidable de voir concrètement se réaliser les projets qu'on a construits avec la majorité municipale et avec l'ensemble des autres acteurs publics. Et donc on est à la fois à proximité des habitants, mais on est aussi avec le retour direct des réalisations qu'on a pu poser sur le territoire. Et dans ce bureau, vous y êtes longtemps par jour? J'y suis très longtemps. J'arrive très tôt le matin. J'aime débuter vers 6h30, à un moment où il n'y a personne dans les locaux, ce qui me permet pendant presque 2 heures de travailler sur les dossiers les plus importants. Ça, c'est un peu le temps long, le temps des dossiers les plus stratégiques sur lesquels je dois être contributeur. Et puis après, la journée commence, et là, pour être très clair, jusqu'en soirée souvent, puisqu'il y a des réunions en soirée avec les associations ou pour présenter les projets aux habitants. Et donc, je passe de nombreuses heures dans ce bureau, mais ce ne sont pas des heures de supplice, hein, ce sont des heures de plaisir et d'engagement. Voilà. Mais toujours la petite parenthèse du dimanche. Mais toujours le dimanche sauvegardé, ça c'est la règle, c'est le temps que j'ai réussi à sanctuariser. Après, je pars aussi un peu avec mes enfants quand même. J'essaye, ils sont grands, mais vous voyez, le mois prochain, je pars à Florence avec mon fils aîné. J'étais au musée Guggenheim avec mon fils cadet il y a quelques semaines. J'essaie de leur consacrer aussi du temps pour eux, hein, parce que ils ont grandi souvent sans la présence de leur papa. Et donc, maintenant qu'ils sont grands, c'est aussi important de continuer à se donner des périodes comme ça, des temps privilégiés. Vous avez 4 enfants, pardon. Oui. Vous êtes papy? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Je redoute ce moment, mais il arrivera sans doute avec bonheur dans quelques temps. Monsieur Briat, merci de nous avoir accueillis ici, merci dans votre charmante commune. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Aki Télé. Au revoir.